Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous partager mon écran. Voici. Je vais vous présenter assez rapidement une partie des résultats de la recherche Melting Point qui étudie l'accès et le recours aux soins de première ligne par les publics vulnérables à Bruxelles. Il s'agit d'une méthode, d'une étude qualitative qui vise à accéder au vécu tant du public que des professionnels. Pour ce faire, plus de 80 entretiens semi-directifs ont été réalisés. On a privilégié le concept de vulnérabilité par rapport à celui de précarité parce qu'il permet de brosser un plus large éventail d'éléments et d'éviter de trop mettre l'accent sur les facteurs socio-économiques pour pouvoir inclure par exemple le genre, la culture, la langue, etc. En complément d'une approche transversale, nous avons également deux focales plus spécifiques. Tout d'abord sur un territoire. Excusez-moi, Alexis, vous avez une présentation? Parce Oui. que je ne vois pas votre... Ah non? Peut-être c'est moi, hein, mais... Ah, voilà, C'est ça bon? c'est mieux. Oui, Ah, parfait, merci. voilà. Merci à vous. Alors, d'abord sur Cureghem, qui est un quartier du croissant pauvre de Bruxelles à Anderlecht et qui multiplie les problématiques sociales, comme nous allons le voir. Également une situation qui est celle des femmes en situation de monoparentalité, qui combine également plusieurs facteurs de vulnérabilité. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une partie des résultats, mais de plus amples informations seront disponibles dans le rapport de recherche qui devrait être disponible à partir de juillet environ. Je vais commencer par vous présenter les facteurs externes aux individus qui impactent l'accès et le recours aux soins de première ligne. Nous allons ensuite passer aux facteurs qui sont un peu plus individuels, c'est-à-dire qu'on peut plus facilement relier à des personnes en particulier. Et nous verrons ensuite les facteurs qui ont trait à la relation de soins entre soignants et soignants. Je vais d'abord vous décrire Cureghem, mais qui symbolise aussi beaucoup d'autres quartiers que l'on retrouve à Bruxelles. Il s'agit d'un quartier qui est décrit comme convivial, solidaire et vivant par ses habitants, mais qui canalise aussi toute une série de problématiques sociales, tant au niveau de l'emploi, avec des taux de chômage très élevés, du travail informel, des petits boulots, au niveau du logement, où les logements sont petits, insalubres et surpeuplés, un environnement qui se détériore et qui est marqué par la saleté ambiante, le manque d'espaces verts, etc. Tout ça donne une impression de fort délaissement politique. Le quartier est aussi une importante terre d'accueil pour les migrations, et ce depuis très longtemps, ce qui leur offre aux nouveaux venus toute une série de ressources communautaires et linguistiques. Donc, ils arrivent, il y a déjà toute une communauté installée, ils peuvent se rendre dans des magasins et parler leur langue maternelle, avoir accès à des produits de leur pays d'origine plus facilement. Mais cela engendre aussi certains autres problèmes, comme des cohabitations qui peuvent ne pas être toujours très évidentes entre les communautés, mais notamment aussi selon si elles sont présentes depuis fort longtemps ou pas. Il y a aussi une accumulation et une concentration de situations sociales et administratives plus fragiles, des problèmes de langue, de rupture numérique, etc. Et tous ces éléments se combinent et se renforcent mutuellement et impactent de façon importante la santé, ce qui fait qu'on peut dire que les publics précaires sont ceux qui ont la santé la plus précaire. Un deuxième point d'attention extérieure aux individus concerne les structures de soins qui sont en général en saturation et manquantes en fait, tant pour les soins généralistes que pour les soins pour la santé mentale. Nous avons aussi constaté que face à cette pénurie, il y a certains processus de sélection socio-sanitaires qui sont réalisés sur base du dossier médical des personnes. Par exemple, au niveau des maisons médicales, c'est compréhensible pour leur survie budgétaire, étant donné qu'elles reçoivent pour chaque patient inscrit un montant fixe de la mutuelle chaque mois, et ce,
peu importe que la personne se rende souvent ou pas. Il est donc important d'avoir un certain équilibre entre les cas lourds et complexes et des cas plus faciles. Mais alors, on a aussi constaté certaines dérives entrepreneuriales où le but est de favoriser les dossiers faciles pour pouvoir dégager une marge budgétaire. Également, certaines structures sont peu accueillantes vis-à-vis des publics particulièrement relégués, comme les toxicomanes ou les SDF, et ce pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ce sont des cas qui sont plus lourds administrativement, pour le coût financier et en temps, pour certaines difficultés pour gérer l'agressivité qui émane de ces situations, mais aussi pour la cohabitation entre les différents types de patientèle. Par exemple, les familles ou les patients plus aisés auront tendance à éviter les structures de soins qui accueillent beaucoup de personnes SDF ou toxicomanes. Au niveau des situations individuelles, le premier facteur qui se combine à la précarité des situations socio-économiques est bien sûr le coût du soin, ou du moins également sa représentation, parce qu'il peut arriver que des coûts soient en fait bien remboursés, mais on s'imagine que pas du tout. Ceci est particulièrement vrai pour les médicaments et pour les soins spécialisés. Il faut aussi ajouter à cela les coûts indirects, par exemple le transport ou la garde des enfants, ainsi que le coût en temps pour pouvoir aller se rendre en consultation, etc., et suivre le traitement. Tout ça fait qu'on constate des stratégies de sélection et de priorisation de la part des patients qui vont avoir tendance à trier parmi les médicaments qu'on leur conseille de prendre ceux qui sont les moins chers ou qui sont les plus indispensables, mais également entre les types de soins ou même entre la santé et d'autres dimensions de la vie quotidienne et parfois plus urgentes, comme payer ses factures, payer les frais scolaires, devoir acheter un nouveau robot mixeur ou autre. Et on remarque aussi une adaptation des pratiques médicales de la part des médecins qui développent des connaissances quant aux médicaments qui sont remboursés, ceux qui peuvent avoir un substitut moins cher, ou alors certaines combines qui permettent quand même d'offrir le soin à la personne. D'autres facteurs plus individuels concernent la mécompréhension du système de santé belge, ce qui est compréhensible d'une part au regard du contexte migratoire, parce que ce sont des personnes qui sont confrontées à un système différent de celui de leur pays d'origine et qui ne comprennent pas forcément comment s'y repérer. Il y a aussi la question de la rupture linguistique et numérique qui rend l'accès à l'information beaucoup plus difficile pour ces personnes. Mais on constate aussi que des personnes très bien outillées et parlant bien la langue peuvent rencontrer des difficultés pour accéder aux informations dont elles ont besoin, par exemple concernant leurs droits sociaux. Maintenant, le discours de la mécompréhension du système de santé est à nuancer. D'une part, on remarque que les réseaux communautaires fonctionnent très bien pour faire passer l'information de bouche à oreille entre les différentes personnes, mais également, cette mécompréhension est souvent adossée à un discours d'usage abusif ou de mauvais usage des soins de santé, mais qui, en fait, trouvent leur cohérence dans l'environnement et le mode de vie de ses habitants. On pense par exemple à la surutilisation du service d'urgence plutôt que des soins généralistes, mais qui peut se comprendre de par la possibilité de reporter le moment où on doit payer les frais, la facilité parce qu'on ne doit pas prendre de rendez-vous, la plus grande visibilité aussi des services d'urgence, etc. Au niveau des éléments plus relationnels, on a d'abord la communication qui impacte énormément la qualité de soins et le recours. Tout d'abord, la barrière linguistique. Comme nous le disions, Bruxelles est une très grande terre de migration et comporte une importante population qui ne maîtrise pas bien les langues nationales et en particulier le français, ce qui, bien entendu, pose toute une série de soucis. Pour y faire face, plusieurs solutions sont mises en place. D'une part, la personne peut se faire accompagner par un proche capable de traduire. Elle peut se rendre chez un médecin maîtrisant sa langue d'origine.
Elle peut également aller dans des structures où elle peut compter sur un autre soignant pour faire la traduction ou même une personne, un patient en salle d'attente. Également, le médecin peut mettre en place toute une série de choses pour pallier cette mauvaise maîtrise. Par exemple, le fait d'expliquer lentement avec des termes plus simples, de manière claire, aidé par des gestes ou avec des outils comme des images, un traducteur instantané, etc. Néanmoins, ces solutions présentent toute une série de limites. D'une part, pour se faire accompagner ou avoir une traduction, ça nécessite un temps important pour la personne, pour son traducteur, mais également pour le médecin, qui doit prendre des consultations beaucoup plus longues. Il y a aussi des contraintes de disponibilité du traducteur, qui fait que certaines personnes reportent ou renoncent à leurs soins de peur de ne pas être compris, de ne pas comprendre le traitement ou même d'être moqué. Également, l'expression du problème de santé peut être moins bonne et la compréhension du traitement également. Et enfin, on peut aussi penser que suite à des informations plus lacunaires ou des pertes dans la traduction, le médecin prescrive lui-même un traitement qui soit moins adapté parce qu'il comprend moins bien la situation. Il est important de noter que les problèmes de communication ne sont pas uniquement pour les personnes ne maîtrisant pas les langues nationales. Ils surviennent aussi avec d'autres patients. D'une part, des informations du médecin vers le patient, où certains patients n'osent pas poser des questions ou corriger le médecin lorsque celui-ci comprend mal leurs problèmes, n'osent pas demander des éclaircissements ou dire qu'ils n'ont pas compris, notamment lorsque le médecin utilise un jargon qui leur est inconnu, mais également du patient vers le médecin, parce que le patient n'arrive pas toujours à exprimer précisément son problème dans des termes compréhensibles par le médecin, ou alors il peut arriver que le problème soit mal vécu et que le patient n'ose pas l'exprimer, par exemple pour les maladies honteuses, comme des maladies sexuellement transmissibles, les stigmates, la peur du jugement, etc. Mais globalement, pour pouvoir pallier ces difficultés de communication, la relation de soins est absolument cruciale et elle requiert du patient qu'il prenne le temps, mais aussi qu'il en dispose, mais aussi qu'il fasse des efforts pour expliquer de manière claire et compréhensible et à la fois les raisons du problème et le traitement. Et il doit s'assurer aussi de la bonne compréhension du patient, tout en le mettant suffisamment à l'aise pour lui autoriser de parler de choses intimes et aussi pour faire part de ses mécompréhensions et ses questions. Donc, cette relation entre soignant et soigné est en fait un élément absolument essentiel qui ressort des entretiens et qui est une demande très importante des répondants. En particulier, l'importance de la confiance que le patient veut pouvoir accorder à son médecin. D'une part, il recherche une expertise qui lui permette de pallier de résoudre leurs problèmes de santé et à qui se fier, mais ce besoin est renforcé par deux éléments. D'une part, cela concerne leur qualité de vie, ici pas leur survie, et donc le rend particulièrement important dans leur vie, mais également le soutien du médecin intervient souvent dans des moments de faiblesse physique et de détresse psychologique, durant lesquels les patients recherchent quelqu'un sur qui s'appuyer et qui serait en mesure de régler leurs problèmes. En effet, il n'est pas rare que les patients aient peur, soient stressés ou souffrent fortement, et donc sont plus faibles et recherchent justement cette force auprès du médecin. Toute une série de qualités reviennent dans l'écrasante majorité des entretiens. Donc, les patients attendent en fait des qualités qu'on pourrait dire humaines, parmi lesquelles être à l'écoute, prendre le temps pour écouter le patient, faire un bon diagnostic, donner des explications, le fait de prendre au sérieux la personne et ses mots, ce qui implique aussi de réaliser les examens nécessaires
et de s'assurer d'un bon diagnostic, de bien vérifier et de poser suffisamment de questions, et également d'être rassurant et bienveillant, d'autant plus quand la personne est mal psychologiquement. En fait, on pourrait résumer comme suit. Il faut que le patient sente que le médecin lui accorde de l'importance à lui ainsi qu'à son problème et qu'il va faire tout ce qu'il peut pour l'aider à le régler. Souvent, d'ailleurs, les patients considèrent le médecin comme un être humain qui peut potentiellement se tromper, mais ils ne leur pardonneront pas une négligence. Cette relation a en fait beaucoup de conséquences thérapeutiques. D'une part, en permettant au patient de parler de sujets intimes ou embarrassants et en évitant qu'il cache des choses à son médecin, on peut avoir un meilleur diagnostic. On réduit également le report et le renoncement aux soins en facilitant le recours à la médecine pour certains patients qui ont un peu plus peur. Cela améliore aussi la compréhension du patient de par les questions qu'il peut poser, les éclaircissements en cas de besoin. On peut aussi noter une meilleure adhésion thérapeutique parce que la confiance que le patient va avoir dans le diagnostic du médecin, mais aussi dans la conviction que celui-ci va respecter leur, comment dire, leur préférences, notamment au niveau des médicaments, parce que beaucoup de patients préfèrent éviter au maximum les médicaments non essentiels. Et enfin, elle permet le soin psychologique, ce qui est un élément très important de notre étude. Nous avons remarqué que beaucoup de patients trouvent un soutien psychologique auprès de leur médecin généraliste et certains prennent même rendez-vous à des consultations uniquement pour parler de leurs problèmes. Et nous avons identifié plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, c'est une étape plus facile à franchir. On évite le stigmate du mode malade mental vis-à-vis de soi et des autres, mais aussi c'est plus facile de se rendre chez un médecin pour une raison considérée comme valable et en profiter pour lui parler de nos difficultés. Il est aussi plus facile de parler de ces problèmes intimes, relationnels ou psychologiques quand le lien de confiance a déjà été établi et qu'il repose sur de la confiance. Exactement. Aussi, pour beaucoup, la consultation psychologique est réservée aux cas vraiment très lourds et donc ils estiment que ce n'est pas fait pour eux et qu'ils n'ont pas leur place là-bas. Ça permet aussi un coût financier beaucoup plus faible parce que c'est plus facilement remboursé, notamment en cas si la patient est dans une maison médicale où il ne paye pas directement ses consultations. Ça pallie au manque d'infrastructures de santé mentale, mais aussi pour certains patients, le plus souvent des femmes qui sont séquestrées chez elles par le conjoint, qui refuse toute sortie de travail, etc. Le médecin est l'un des rares liens avec l'extérieur et bien souvent a joué un rôle très important dans le soutien et la possibilité de se sortir de cette situation. Aussi, le lien est assez important parce que nous avons affaire à une double somatisation. D'une part, les symptômes psychosomatiques où l'état de santé mentale se montre sur le physique. Et donc, les personnes vont venir consulter pour leurs symptômes physiques. Mais alors aussi, en fonction des personnes ou des cultures, il y a aussi des façons d'exprimer ces problèmes mentaux à l'aide de mots qui décrivent l'état physique. Tout ça pour arriver à notre conclusion, c'est que la santé est un tout qui est vécu par les patients eux-mêmes comme un tout et comprennent dès lors tant la santé mentale que les conditions de logement, la situation administrative, notamment pour avoir accès aux soins, les conditions environnementales du quartier et socio-économiques, les facteurs culturels, etc. Dès lors, et particulièrement dans les quartiers plus précaires, la médecine doit faire face à tous ces éléments qui dépassent le biomédical et qui pourtant ont un impact direct et très important sur la santé des personnes. Je vais maintenant m'arrêter parce que je vois que nous sommes à la fin du temps. Vous retrouverez toutes ces informations plus élaborées dans le rapport de recherche, mais également d'autres questions que nous n'avons pas pu traiter ici par manque de temps.
Je vous remercie pour votre attention.